Donc, bienvenue à tous dans ce webinaire qu'on a souhaité lancer en cette rentrée sur le passage de l'hiver, en partenariat avec Enedis et RTE. Donc, je vais accueillir tout de suite nos speakers. Sylvaine Casal, qui est responsable territorial pour le GAR, pour Enedis, et Sébastien Gibraïel, donc responsable des affaires publiques pour RTE Délégation Méditerranée. Et tout de suite, pour commencer, je vais donc laisser la parole à Virginie Monnier-Mang, qui est présidente de la Cleantech Valley, pour un petit mot de contexte sur l'organisation de ce webinaire. Alors, bonjour à toutes et tous. Tout d'abord, au nom de la Cleantech Valley, je vous présente tous mes vœux pour cette nouvelle année. Nous avons pour objectif d'accompagner, d'accélérer la transition énergétique auprès des collectivités locales, des entreprises et de tous les acteurs d'un territoire. Et l'année dernière, nous avons organisé un certain nombre de webinaires autour de ces questions de transition énergétique et de neutralité carbone. Notre dernier webinaire au mois de décembre était consacré à la crise énergétique. Et donc, il nous a semblé intéressant de vous donner un certain nombre d'éléments d'information, de porter à votre connaissance tous les éléments qui peuvent être importants pour ce passage de l'hiver. Alors, heureusement pour nous, la météo est plutôt très clémente, donc ce qui nous est plutôt favorable. Mais je remercie déjà Sylvaine Casal et Sébastien Gibraïel pour toutes les informations qu'ils vont pouvoir nous apporter. Et puis, bien sûr, vous pourrez poser toutes les questions pendant ce webinaire, voire faire du replay si vous le souhaitez, puisque nous enregistrons ce webinaire. Donc, je vous souhaite d'apprendre beaucoup de choses et puis vous savez que nous pouvons continuer à vous accompagner en dehors des webinaires pour toutes vos actions et vos plans d'action transition énergétique et neutralité carbone. Donc, n'hésitez pas à revenir vers Sophie Rochas, la directrice générale, Delphine Besson et Antoine Billet qui sont connectés aujourd'hui. Merci Virginie pour cette introduction. Effectivement, vous pouvez poser vos questions toute la durée. Donc, on est ensemble 1 heure sur ce webinaire jusqu'à 10 heures. On a prévu un temps de questions-réponses à la fin. N'hésitez pas à les poser au fil de l'eau dans la conversation. On se permettra peut-être d'interrompre nos speakers s'il y a besoin d'intervenir. Je vous propose qu'on commence tout de suite. Sébastien, je vais vous laisser la parole pour lancer le début du webinaire sur ce sujet-là. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. On les prend au fil de l'eau ou en fin de séquence. La parole est à vous, Sébastien. Allez, bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, mes meilleurs vœux également à toutes les participantes et tous les participants. Remercier Cleantech Valley, donc la présidente, Madame Virginie Monnier-Mang, Delphine Besson. Et très heureux d'être avec Sylvaine Casal d'Enedis pour pouvoir parler un petit peu du passage de l'hiver avec Enedis et avec vous-même. Et on est à votre entière disposition pour toutes les questions. On a préparé quelques slides qui démontrent un petit peu comment est organisé le système électrique français. Donc là, sur le premier slide que vous voyez, voilà, c'est un schéma qui, sur la gauche, vous voyez, il y a les producteurs d'électricité, donc les centrales de production nucléaire, hydraulique, thermique. Une fois que l'électricité est produite, donc RTE, qui est le gestionnaire du réseau de transport d'électricité, dans une mission de service public, transporte l'électricité, l'amène jusqu'à Enedis, donc qui est le réseau de distribution d'électricité, et ensuite Enedis le distribue au niveau des industries, PME, PMI et particuliers. Voilà, donc nous, mission de service public, RTE, on est H24 chaque seconde mobilisé pour pouvoir assurer l'alimentation électrique du pays. Sur le slide suivant, donc là, voilà, c'est le rôle d'RTE. Donc, c'est en permanence, nous travaillons pour assurer l'équilibre, donc un équilibre entre la production et la consommation qui se fait donc en temps réel et à chaque instant. Et donc, une rupture de cet équilibre électrique peut générer une dégradation de l'alimentation électrique dans des proportions qui doivent être maîtrisées par anticipation et la préparation donc, de parades adaptées dont on va parler dans les prochains slides.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous couper. Donc là, voilà, vous avez les parades en cas de production trop faible. Donc ça, c'est si on avait une production d'électricité trop faible. Alors, si aujourd'hui, à ce stade, aujourd'hui, n'est pas le cas, on est sur une baisse assez considérable de la consommation d'électricité. Depuis quelques semaines, on peut le voir aussi bien dans les médias, dans les villages, dans les préfectures, dans les collectivités, on a un appel à la sobriété énergétique et on voit que les citoyens français font des efforts. Donc, il y a une très baisse de la consommation d'électricité. Sur les dernières semaines, on était à moins 8,7% de consommation d'électricité. Donc, c'est que vraiment les Français prennent au sérieux la situation. Et puis derrière, on a aujourd'hui une production d'électricité qui va au mieux. Donc, c'est plutôt encourageant et plutôt optimiste pour les jours à venir. Donc là, si jamais nous devions avoir une production d'électricité trop faible, eh bien, nous serons appelés à plusieurs scénarios. À ce stade, RTE a réalisé plusieurs scénarios, 3. Sur ces scénarios, aucun n'est inquiétant, on va dire. Pas de blackout n'est prévu. Mais si quand même, comme je vous disais, la production est faible, il y aura donc des appels aux réductions volontaires de consommation. Donc, c'est via le dispositif EcoWatt, dont vous avez dû certainement entendre parler et dont on va parler après. On a le recours aux services contractualisés d'interruptibilité. Donc ça, c'est avec des contrats que nous avons avec des industriels. Nous avons la baisse de la tension sur le réseau de distribution, donc sur Enedis. RTE demande à Enedis de réduire sa tension. Donc, c'est une baisse de tension de 5%. C'est ce qui équivaut aujourd'hui dans votre maison ou dans votre entreprise. Vous avez des prises électriques à 220 volts et donc une baisse de la tension à 5%. Nous tombons à 210. Donc, pas vraiment d'impact sur votre quotidien. Un petit peu de baisse de lumière, mais voilà, c'est ce qui est proposé. Et puis, donc, en dernier recours, donc c'est des coupures ciblées, locales, temporaires et maîtrisées de consommateurs non sensibles, ce qu'on appelle les délestages. Et comme je vous disais, à ce stade, il n'y a pas de menace de blackout sur notre pays. Sur le slide suivant, vous avez ce que n'est pas un délestage. Aujourd'hui, on entend beaucoup de choses, mais un délestage, ce n'est pas un réseau électrique qui s'écroule. Donc, la situation reste sous contrôle. Ce n'est pas l'absence d'électricité ni un rationnement pour tout le pays. Et ce n'est pas l'absence d'électricité sur une longue période. Donc, vous voyez le petit graphique sur votre droite avec les pics de consommation du matin et du soir dans les industries, dans les collectivités tertiaires, résidentielles et au niveau du transport énergie. Sur le slide suivant, donc, vous allez voir ce qu'est un délestage. Donc, un délestage est un geste maîtrisé pour conserver le contrôle du réseau électrique. C'est un moyen de passer sereinement les pointes de consommation. Donc, s'il devait y avoir un délestage, il devrait s'appliquer dans les créneaux des pics de consommation que vous venez voir sur le graphique précédent. C'est entre 8h et 13h et entre 18h et 20h. Et c'est sur une durée donc, de 2 heures qu'il y aura un impact et une coupure qui sera donc décidée en relation évidemment avec l'État, avec Enedis et le gouvernement. Donc là, l'impact, évidemment, c'est un dispositif qui permet de piloter les contraintes, donc d'impacter une minorité de consommateurs, de ne pas impacter les consommateurs sensibles. Je laisserai Sylvain tout à l'heure vous en parler. Et comme je vous l'ai dit, c'est sur une durée de 2 heures et c'est un délestage tournant. Ce n'est pas toujours sur les mêmes personnes. Sur le slide suivant, vous avez voilà, quels risques de délestage pour l'hiver. Alors, on a plusieurs points d'interrogation. Un sur l'approvisionnement en gaz, notamment en raison de la crise ukrainienne. 2, sur la disponibilité du parc nucléaire. Aujourd'hui, on est sur une production du parc nucléaire qui est à peu près à 40 gigawatts, donc c'est plutôt optimiste. Derrière, on a des difficultés à savoir comment nos réserves hydrauliques se trouvent par rapport à la sécheresse. Et puis après, point d'interrogation aussi sur les imports avec les pays frontaliers pour pouvoir assurer une continuité du réseau. Donc voilà, ça c'est un petit peu les points d'interrogation. Donc est-ce qu'on va avoir une météo comme actuellement, une météo douce et printanière
qui nous permet de voir à long terme, ou est-ce qu'on rentrera dans les jours à venir dans une période assez froide, et donc là, une consommation plus importante. Derrière, il faudra voir si la production peut suivre, etc. Donc voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est un équilibre qui est réalisé au quotidien, H24, minute par minute, par les équipes de RTE. Sur le slide suivant, on a voilà, comment conserver l'équilibre sur le réseau. Donc là, vous avez sur la partie gauche la situation de fonctionnement normal des marchés électriques. Donc vous avez sur la colonne bleue la consommation sur le pays. Et puis ce que vous ne voyez pas au quotidien, c'est-à-dire la production pilotable avec du nucléaire, la production non pilotable avec les énergies renouvelables, les imports donc avec les pays frontaliers et les effacements qui se font au quotidien par nos services commerciaux avec les industriels avec qui nous avons des contrats. Et puis après, vous avez sur la partie droite la situation de tension sur le réseau. Donc là, on voit toujours pareil, la colonne bleue sur la consommation. On reprend sur la partie grise ce que vous ne voyez pas au quotidien, mais là, il y aura des appels à la mobilisation citoyenne, donc avec le dispositif EcoWatt qui sera lancé. On en parlera tout à l'heure sur les jours, les J-3 avant les signaux d'EcoWatt, etc. Donc, on aura dans un premier temps EcoWatt qui permettra d'appeler les citoyens à des éco-gestes. Derrière, nous aurons les contrats d'interruptibilité avec les contrats que nous avons aux côtés d'RTE, la baisse de la tension avec Enedis de 5%. Et si jamais tout cela ne fonctionne pas, eh bien, derrière, nous allons passer au délestage. Vous voyez que si l'effet du signal EcoWatt est assez important, le délestage est beaucoup moins important que sur votre gauche. Donc, là, vraiment, la mobilisation citoyenne est la priorité de cet appel à la mobilisation. Sur le slide suivant, voilà, donc là, on vous a mis un petit peu des leviers d'action. Alors là, on voit le chauffage, on voit un petit peu sur le graphique aussi que c'est une partie assez importante dans le résidentiel, hein, le chauffage résidentiel. Donc, on voit que si on baisse la température du chauffage d'1 degré, on peut récupérer 2,2 gigawatts, ce qui équivaut à peu près à une tranche nucléaire. Donc, c'est assez important. Ce n'est pas grand-chose à sa maison ou dans son entreprise, mais ça peut permettre de récupérer pas mal d'électricité. Donc là, vous avez sur la partie industrie en rose, aussi une consommation qui est plutôt stable. La partie tertiaire, verte, là aussi, assez importante. Sur le slide suivant, c'est sur l'éclairage. Alors ça aussi, c'est dans les entreprises, hein, mais on voit aussi qu'il y a quand même une grosse partie dans la partie bleue. Donc là, c'est pareil, on essaye dans les éco-gestes de réduire les éclairages et de baisser au maximum les éclairages publics, les anciennes lumineuses, et notamment voilà, dans les entreprises, à partir d'une certaine heure, de faire des efforts. Et sur le slide suivant, s'il vous plaît, voilà le dispositif donc EcoWatt. Donc c'est la météo de l'électricité. Donc on a 3 signaux de couleurs. Donc vous pouvez vous connecter, vous pouvez vous enregistrer, vous pouvez télécharger maintenant cette application sur votre smartphone et donc vous inscrire à des notifications qui vous seront envoyées avec donc les signaux, le signal vert. On voit que c'est une consommation d'électricité raisonnable. Donc là, vous le voyez tous les jours au quotidien, c'est sur 3 jours. On voit à côté la petite frise que vous voyez. On a le signal orange, donc là, c'est une situation électrique qui se trouve dans une situation tendue. Donc là, ça commence à se compliquer. Et puis après, on a le signal rouge qui, là, nous informe d'une situation très tendue. Donc là, il y a un appel à la mobilisation citoyenne très importante. Donc, on a ces 2 signaux, la couleur orange et la couleur rouge, qui peuvent nous permettre d'éviter les délestages. Donc, c'est très important. Donc, quand vous recevez ces signaux, eh bien, il va falloir appeler à la grande mobilisation, aussi bien chez vos salariés. Bien évidemment, nous le ferons avec Enedis, l'État le fera, et toutes et tous seront appelés aux éco-gestes. Donc, c'est un outil qui est développé en partenariat avec l'ADEME.
Et vous pouvez vous inscrire sur le site et être tenu informé de tout ce qui se passe au quotidien. C'est très important. Pour la petite histoire, depuis le lancement d'EcoWatt, on est pratiquement à plusieurs millions de Français qui se sont connectés et qui se connectent au quotidien sur ce site. Et on voit qu'on a des partenariats avec notamment les grandes chaînes de télévision. Tous les soirs, quand vous regardez la météo sur les grandes chaînes de télévision françaises, vous avez les couleurs qui sont informées par EcoWatt. Voilà sur le dispositif. Je crois qu'après, on passe sur la partie Enedis. Ouais, voilà. Alors là, c'est la répartition des responsabilités. Donc, sur RTE, donc, comme je vous ai dit, c'est une analyse à long, moyen et court terme des tendances entre l'équilibre de la production et de la consommation à la maille nationale. En cas de déséquilibre avéré, donc RTE activera les moyens post-marché, donc ce que je vous ai expliqué, les éco-gestes, le recours aux services contractualisés d'interruptibilité, la baisse de la tension. Et puis donc en dernier recours, si un délestage est nécessaire, RTE envoie un signal à Enedis indiquant le volume à délester et les régions qui seront concernées. Voilà un petit peu sur la partie d'RTE. Je suis à votre entière disposition et je laisse ma collègue Sylvaine prendre le relais sur Enedis. Merci Sébastien. À mon tour également de vous dire bonjour à tous et à toutes et puis de vous souhaiter une très belle et heureuse année 2023. Alors, en effet, elle commence avec ce sujet un peu délicat, mais comme l'a dit Virginie en démarrage et comme vient de le confirmer Sébastien, alors même que nous étions, avant les fêtes de Noël, plutôt en alerte sur les 15 premiers jours de janvier, compte tenu de la météo et du fait que des tranches nucléaires reviennent sur le réseau, les risques de délestage, très concrètement pour ce début d'année, s'éloignent. Donc tant mieux pour tous. Mais pour autant, il faut rester à la fois vigilant et puis les bons gestes qu'on a acquis sur la baisse de notre consommation électrique, de toute façon, sont des gestes à adopter au quotidien et à poursuivre de manière durable, indépendamment de ces problématiques de passage de l'hiver. Donc côté Enedis, vous l'avez vu, c'est bien RTE qui a cette responsabilité et d'être le garant de cet équilibre entre l'offre et la demande. Et côté Enedis, le réseau n'a aucun problème pour faire passer toute cette électricité. Par contre, c'est bien nous qui avons la capacité, concrètement, j'aime bien dire, d'appuyer sur le bouton. Donc, on est un exécutant dans cette affaire-là, mais on est un acteur majeur et on devra être au rendez-vous, le cas échéant, si cela arrive. Donc, ça a été dit, on anticipe et on prépare les éventuels délestages pour répondre aux besoins techniques qui nous sont fixés par RTE et le gouvernement, et donc en étant nos donneurs d'ordre. Et c'est nous qui avons la responsabilité de mettre en place ces délestages. Alors, le terme délestage, parfois, est mal compris, mais je pense que maintenant, vous l'avez bien saisi. Il ne s'agit pas de baisser la tension, comme on pourrait imaginer, on déleste un peu quelque chose. Non, il s'agit en effet de procéder à des coupures ciblées, anticipées, tournantes et maîtrisées, surtout par nos gestes techniques. Je te propose de passer à la slide suivante. Donc ça a été dit, mais je le répète, le délestage programmé ne serait qu'un dispositif d'ultime recours. Vous avez vu que préalablement, on a quand même à notre disposition tout un tas de leviers qui seront actionnés, et un des majeurs sur lequel on a beaucoup insisté et qui a en effet fonctionné, c'est vraiment l'appel à la mobilisation de tous, que ce soit les particuliers, que ce soit les entreprises ou les collectivités. Je sais que vous êtes nombreux, il y a de nombreuses collectivités autour de la table ce matin, où il est nécessaire que toutes ces entités-là se mobilisent pour réduire et maîtriser notre consommation électrique. Ça a été dit, on observe des baisses déjà depuis le mois d'octobre. Alors certes, les prix de l'énergie incite forcément à baisser aussi parce qu'on a envie de baisser sa facture, ce qui est bien normal, mais ça a aussi cet effet un peu de processus vertueux, puisque ça nous apprend à mieux consommer et à mieux maîtriser. Pour vous donner des chiffres un peu plus détaillés qu'on a observés sur le mois de novembre, on avait moins 9,2% sur les professionnels,
moins 10,3% sur le résidentiel et moins 7,4% sur l'entreprise. Souvent, on a tendance en tant que particulier de dire au gros de fer, et puis nous, c'est une goutte d'eau. En fait, non, le secteur résidentiel, on l'a montré dans les courbes de charge, Sébastien l'a montré tout à l'heure, a vraiment des leviers très importants. On aime à dire en termes de communication, c'est que si chaque foyer éteint une ampoule, c'est la consommation d'une métropole comme Toulouse qui est gagnée. Donc, c'est quand même très parlant en termes de communication. Et éteindre une ampoule dans chaque foyer, c'est pas non plus complètement insurmontable, et c'est pas un effort qui est incommensurable. Alors, donc, si on arrive à cet ultime recours, concrètement, comment ça va se passer? Et donc, tout d'abord, je le redirai tout à l'heure, mais c'est important que vous l'ayez bien en tête, il y aura de la prévenance. C'est quand même la bonne nouvelle sur le sujet. Vous savez que le réseau peut être, on peut être privé d'électricité, ça vous arrive, j'imagine, tous peut-être au moins une fois par an, soit parce qu'il y a des travaux, auquel cas il y a aussi de la prévenance, mais soit souvent parce qu'il y a des intempéries ou des fortuits sur le réseau. Le réseau, il vit, il a des pannes au quotidien. Il n'y a pas un jour où nous n'avons pas des pannes sur le réseau, soit il y a des intempéries, soit différents fortuits. Et dans ces cas-là, on n'est pas prévenu. Et souvent, quand on a des épisodes Cévenol, par exemple, ou des problématiques d'inondation, malheureusement sur le Gard, on connaît très bien ça, on est coupé bien plus que 2 heures, qui serait la durée moyenne de coupure pour les délestages. Donc, la bonne nouvelle dans ce sujet-là, même si on a bien conscience que tout ça est quand même évidemment compliqué, c'est qu'il y aura de la prévenance, et je vous détaillerai ensuite les éléments de comment la prévenance sera faite en fonction des différents clients. Donc, ça a été dit tout à l'heure, c'est RTE qui a en charge cet équilibre offre-demande, qui le regarde en temps réel et avec ses anticipations. À J-3 annoncerait une vigilance renforcée. Et si, malgré l'appel à l'amplification des éco-gestes, il doit rester un bout de délestage à faire, alors la décision serait prise à J-1 de délester. RTE envoie à Enedis un volume de consommation électrique à délester, qui est réparti par Enedis sur les points de consommation entre 8h et 13h et 18h et 20h. Et c'est réparti sur nos différentes agences régionales de conduite, puisque c'est elles qui concrètement agissent à distance sur le réseau électrique. Je précise tout de suite que les coupures auraient lieu via nos postes sources et via ce qu'on appelle des départs, et non pas via les compteurs Linky. Pourquoi on agit via des départs? Parce que ça permet de manière très rapide d'agir sur un volume de consommation assez importante. Et un départ, c'est quoi? C'est une grappe de clients. Donc, il y a environ 1000 clients sur certains départs en moyenne, évidemment, entre le rural et l'urbain, il y a des différences, mais en gros, retenez ça. Et donc, forcément, quand on agit sur un départ, quand on coupe à distance un départ de 1000 clients, on coupe, c'est binaire, l'électricité, ça passe ou ça passe pas. Donc, on coupe toute la grappe de clients. Donc, on ne sait pas isoler dans cette grappe de clients, par exemple, une école, c'est un sujet qui a porté évidemment beaucoup de débats, ou une pharmacie. Voilà. Par contre, évidemment, comme cet aspect-là est binaire, je vais tout de suite au point numéro 4. Préalablement, la préfecture a défini, avec des échanges avec Enedis préalablement, une liste de sites prioritaires qui sont des sites qui ne seront pas délestés. Donc, cette liste est confidentielle. Néanmoins, ce n'est pas à trahir un secret que de dire que, évidemment, tous les hôpitaux et les infrastructures indispensables à la défense nationale sont concernés par ces sites prioritaires, et donc embarque donc tous les départs où il y a un site prioritaire ne seront pas concernés par le délestage. Et donc, si vous habitez à côté d'un hôpital et que vous êtes sur ce fameux départ d'un site prioritaire, de fait, par opportunité, vous ne serez pas non plus vous délesté, vous ne serez jamais délesté. Il faut entendre que cette liste de sites prioritaires avait une contrainte, et évidemment la préfecture n'avait pas la possibilité de définir tout son département comme étant un site prioritaire, sinon au bout du bout on ne pourrait pas délester. Et donc la contrainte qui est fixée par le code européen, c'est d'avoir maximum 38% de la charge totale du département sur des départs non délestables.
Voilà, donc soit on est sur un départ délestable, soit on est sur un départ non délestable. On coupe par départ de manière tournante. Et donc, les délestages, les coupures auraient lieu sur des créneaux horaires d'environ 2 heures, entre 8h, 13h, 18h et 20h, en essayant de faire tourner et de répartir sur l'ensemble du territoire ces coupures. Et donc, de fait, ça concerne tous les autres clients, que ce soit les entreprises, les professionnels ou les particuliers. Un zoom sur un sujet qui a aussi fait débat avant Noël, les clients dits dans notre jargon PHRV, donc patients à haut risque vitaux. Ces patients à haut risque vitaux donc, sont des patients que l'on repère et que l'on connaît parce qu'ils se font eux-mêmes connaître via une procédure bien spécifique auprès des agences régionales de santé. Côté Enedis, nous sommes en contact journalier avec les agences régionales de santé qui, dès lors qu'il y a une modification dans la liste de ces patients, soit parce que certains sortent, soit parce que des nouveaux rentrent, eh bien, nous mettons à jour nos fichiers clients en permanence. Ça, ce sont des échanges qui ont lieu et on n'a pas attendu le délestage pour avoir ces échanges-là. Hein. Bien sûr, c'est des choses que l'on fait depuis toujours. Ces clients sont repérés dans notre dispositif de conduite du réseau électrique. Et dès lors qu'il y a un client qui est coupé, y compris en temps normal, qui est concerné par une panne, on a une alerte qui nous l'indique et ces clients ont toute une procédure, un numéro de téléphone dédié pour appeler Enedis, voilà, pour qu'on s'assure qu'ils n'encourent pas un risque vital. Il faut savoir, et ça c'est l'ARS qui le dit, ça n'est pas moi, on a fait une visioconférence avec la préfecture il y a quelques semaines où le directeur de l'ARS était présent et a bien confirmé que même si ces clients seront concernés par des coupures de 2 heures environ, ils ont des dispositifs de secours via des batteries qui leur permettent de tenir ces durées de 2 heures. Et d'ailleurs, c'est le cas, puisque quand on a des coupures liées à d'autres choses que ces délestages-là, et notamment, je répète, les épisodes Sévenol, où parfois on peut rester 24-48 heures sans électricité, alors c'est que ces patients-là voilà, peuvent tenir une certaine durée et au-delà ont des procédures à mettre en place spécifiques, notamment se faire évacuer auprès d'un hôpital si le cas si la coupure dure, mais s'agissant du délestage, en 2 heures, il n'y a pas de difficulté pour ces patients. Et vous verrez qu'il y a de toute façon une approche de prévenance client bien dédiée pour ces personnels-là. Est-ce que, Delphine, tu veux que je prenne les questions qui sont dans le chat? Alors, il y a une question qui est arrivée, mais tu en as un peu parlé hein, sur les secteurs, enfin, les personnes concernées donc, par les délestages ou non délestages. Par contre, il y a une précision à apporter sur qui est à l'origine de la décision, c'est-à-dire en termes de secteur, qui est à l'origine de la décision de ce qui sera déclenché ou pas en délestage. Alors, c'est Enedis qui donc récupère le plan de délestage transmis par RTE, avec notamment le volume à partager. Évidemment, on enlève nos départs avec des sites prioritaires, comme je l'ai dit précédemment, qui, eux, ne peuvent pas être délestés. Et ensuite, on répartit, et pour tout vous dire, en fait, ce sont des algorithmes qui répartissent de manière automatisée cette puissance à récupérer sur l'ensemble du réseau, sachant qu'une agence régionale de conduite, elle gère environ 4 ou 5 départements. Donc, c'est réparti à cette maille-là. Il y a un principe de solidarité nationale, puisque le réseau est interconnecté, évidemment. Hein, ça ne s'arrête pas aux frontières administratives d'un département, vous le savez bien. Et donc, on imagine qu'on répartirait le volume qui a récupéré de manière équitable sur l'ensemble de la France, quand bien même on pourrait avoir des températures très clémentes, par exemple dans le sud, mais s'il se met à faire très froid dans le nord, eh bien, ça ne veut pas dire que le sud serait épargné par des éventuelles coupures, le cas échéant. Je continue. Oui, je te propose de poursuivre sur l'information. Donc, on peut passer, Antoine, à la page suivante. Donc, je le disais en préalable, en effet, Enedis ne fera pas ces coupures sans prévenir l'ensemble des clients. Donc, il y aura de la prévenance, et ça, c'est quand même la grosse différence, encore une fois, avec des intempéries.
Comment va se répartir cette prévenance? Tout d'abord, à J-3, il y aura une prévenance auprès de l'ensemble des pouvoirs publics et du territoire. Donc notre AODE, hein, le SMEG pour ce qui concerne le Gard, vous en tant que collectivité locale et élue, et puis les pouvoirs publics. Donc vous recevrez de la part de mes équipes un SMS et un mail automatisé pour vous indiquer que RTE annonce une vigilance renforcée et que s'il n'y a pas un sursaut, une amplification des éco-gestes, alors on risque de rentrer dans du délestage à J+3. Donc ça, c'est la première information. Donc ça, c'est générique, on l'envoie à tout le monde. Attention, il y a une alerte. À J-1, nous refaisons la même chose, mais là, de manière plus précise, puisque nous avons, à partir de 17h, nous serons en capacité d'avoir la déclinaison très concrète du plan délestage et de savoir par département quelle est la liste des communes et des rues concernées, puisque vous l'avez compris, comme on gère le délestage par départ, soit vous êtes dans un petit village, il n'y a qu'un seul départ, donc si votre commune est concernée, c'est toute la commune qui sera dans le noir 2 heures durant. En revanche, si vous êtes sur une commune un peu plus importante, et notamment les villes-centres du département, Nîmes, Bagnoles, etc., où bien sûr il y a plusieurs départs, alors on vous indiquera quelles sont les rues concernées par le délestage. Donc là, même chose, SMS et mail vous indiquant que vous êtes concerné à J+, pour ce délestage, et on vous enverra par mail pour votre commune particulière la liste des rues concernées, sachant que dès 17h, nous, on vous fera cette information sortante, mais vous avez, vous, la possibilité, en allant sur le site monecowatt.fr, d'aller vous-même récupérer cette information, puisqu'on la déversera dans ces outils accessibles au grand public. D'où l'importance que tout un chacun s'inscrive sur ces sites-là. Hein. Sébastien a parlé des millions de clients maintenant qui se sont inscrits. Donc, deux actions à faire dès à présent si ce n'est fait. Un, télécharger l'application Mon EcoWatt qui vous permet d'avoir l'électricité de la météo, donc avec les fameux pastilles vert, orange, rouge, et d'aller, donc première chose. Deuxième chose, aller sur le site internet monecowatt.fr, saisir son numéro de téléphone qui vous permettra d'avoir là aussi une notification automatique dès lors qu'il y aura une alerte émise par RTE. Et c'est sur ce site-là que vous devrez rentrer à J-1 à partir de 17h pour avoir le détail des rues concernées par votre commune ou pour votre propre logement ou pour votre entreprise pour le lendemain, au-delà des informations sortantes que fera RTE. Je finis sur les collectivités avant de passer aux entreprises. Pour que cette information soit efficace, on a besoin évidemment que notre fichier client soit le plus juste possible. Donc, avant les vacances, nous avions envoyé, donc depuis notre boîte générique Colloque 30, un mail à l'ensemble des collectivités du Gard pour leur demander de bien nous confirmer les mails et les numéros de téléphone portable sur lesquels on pourrait vous joindre. Et dans les mails, il est important de nous donner un mail qui est lu et pas forcément le mail accueil de la mairie où à 17h, peut-être que le personnel serait déjà peut-être parti. Voilà, donc si ça n'est pas fait, je sais qu'il y a des colloques autour de la table, n'hésitez pas à rentrer en contact avec nous, votre interlocuteur privilégié, ou bien directement moi-même et mes équipes pour affiner cette information-là, de sorte qu'on puisse bien arriver à vous toucher. Donc ça, c'est pour l'aspect collectivité, pouvoir public. Pour les autres clients, nous ferons le même type de SMS et de mail en masse à nos clients plutôt sur le segment professionnel. Donc les clients C1 à C4, donc c'est des clients qui ont des contrats supérieurs à 36 kVA, donc c'est les anciens tarifs jaunes et verts pour ceux pour qui ça parle. À nos clients grands comptes multisites, y compris ceux qui sont en client C-Sec, c'est-à-dire inférieurs à 36 kVA. Et évidemment aux patients à haut risque vitaux, mais je vais y revenir plus précisément pour eux sur le chronogramme que je vous présente après. Et donc, important, je le disais, pour tout le monde,
particuliers, professionnels, entreprises, monecowatt.fr. Quand vous rentrez dans monecowatt.fr, de manière assez transparente, ça va vous envoyer sur le site Enedis qui a été mis en place exprès pour ça, qui s'appelle coupure temporaire Enedis, et où là, vous aurez, encore une fois, en saisissant votre adresse, le détail des rues, vous aurez la connaissance de savoir si la rue concernée est coupée ou pas. On passe à la slide suivante. Merci. Un petit zoom avant de finir sur le chronogramme général. Un petit zoom dédié, une information dédiée aux collectivités. Je sais que vous êtes nombreux autour de la table. Pour vous dire que depuis le mois de septembre, vous avez un nouveau portail collectivité locale qui a été mis à votre disposition. Il y avait un ancien portail, mais il a été amplement rénové et modernisé. Et dans ce portail, donc vous avez tous les accès pour y arriver. Vous savez que vous avez à votre disposition l'ensemble des informations sur votre consommation énergétique. Enedis vous accompagne au quotidien sur tout un tas de solutions, que ce soit pour l'éclairage public, que ce soit pour la thermosensibilité, pour vous permettre de faire des choix en matière de rénovation énergétique. Enfin, tout un tas de sujets de fond que l'on promeut, sans parler des délestages, c'était déjà la situation, pour vous permettre de mieux suivre et mieux maîtriser votre consommation, parce que, encore une fois, il y a déjà l'impact financier qui est évidemment majeur pour vous, et deux, encore une fois, l'énergie va devenir de plus en plus précieuse parce qu'on va en avoir de plus en plus besoin. Donc, il est vraiment important qu'on n'augmente pas, en effet, l'abondance est un peu finie. Donc, c'est important vraiment que chacun se saisisse de ça pour durablement baisser son niveau de consommation et consommer de manière la plus raisonnée possible. Donc, je fais de la pub pour le portail. Pour ceux qui, il y a déjà de très forte connexion qui sont déjà en cours là, depuis le mois de septembre. N'hésitez pas à vous rapprocher de vos interlocuteurs privilégiés. Donc, Mélina Cheblen pour le Gard rhodanien, je sais que vous êtes nombreux de ce côté-ci du Gard, pour avoir des connaissances, des démonstrations sur le portail, parce que c'est vraiment des informations extrêmement riches pour vous. Grâce au compteur communicant Linky, on a accès maintenant à toutes ces informations. Et Enedis, dans ses missions de service public, se doit de vous les mettre à disposition gratuitement pour là aussi vraiment maîtriser au mieux votre consommation. Et pour finir, avant de prendre l'ensemble des questions-réponses, donc le résumé de tout ce que j'ai pu dire. Donc, une semaine avant, en fonction des prévisions météo, RTE commence à affiner, comme ça vous l'a été expliqué, ses prévisions d'équilibre offre-demande. J-3, une alerte, un message de vigilance renforcée en lien avec le ministère de la Transition écologique. À J-3, une information par mail, SMS ou téléphone de nos patients à haut risque vitaux, en leur indiquant qu'à J+3, ils pourraient être concernés par des coupures. On refait la même chose à J-2. On demande systématiquement pour ces clients-là un accusé réception. On s'assure qu'ils ont bien pris connaissance de notre message. À J-1, on affine la situation et on leur indique si oui ou non ils sont concernés par des coupures. Et pour en finir sur la question des PHRV, si nous n'arrivons pas à avoir un accusé de réception de notre mail, SMS ou appel téléphonique, alors nous enverrons nos techniciens d'astreinte toquer à la porte de ces patients-là. Nous irons jusque-là pour éviter, pour ne pas délester sans qu'on ait eu confirmation que ces patients-là aient bien compris ce qu'ils avaient à faire et eu l'information. Donc, je reviens sur J-3, information des clients, entreprises, des pouvoirs publics et des territoires, comme je vous l'ai indiqué, SMS et mail en masse. J-2, on déclenche nos cellules de crise respectives. Et J-1, RTE affine son plan de délestage pour le lendemain. Il y a de la communication nationale qui est réalisée. Et à partir de 17h, le temps que, entre 15 et 17, le temps que
Enedis décline ce plan de délestage dans nos outils. À partir de 17h, les informations mises à disposition sur le site Mon EcoWatt et des nouvelles informations ciblées sur les coupures du lendemain, que ce soit sur les clients entreprises, les PHRV ou les territoires. Et puis ensuite agit l'activation des coupures d'environ 2 heures sur les créneaux qu'on a vus préalablement. Voilà, je finis juste et après on prend les questions pour vous dire, on pourra vous le mettre dans le compte rendu. On a également côté Enedis édité un flyer dit grand public, donc qui tient en A4, voire même à A3. Ça peut être donc imprimé à votre guise et affiché dans les lieux publics, transmis dans vos bulletins municipaux, etc. Où ça reprend tout ce qu'on vient de dire en 1 à 4 avec les références à Mon EcoWatt, le numéro de téléphone, puisqu'il y aura aussi un appel, un numéro grand public pour ceux qui n'ont pas accès à Internet, et puis quelques mesures de précaution à prendre. C'est le message qu'on répète, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez connaissance que ce risque-là existe, il est important que vous en commenciez à réfléchir aux éventuels impacts que ça peut avoir sur votre entreprise, sur votre collectivité. Et donc, il y a quelques précautions à prendre. Par exemple, le cas échéant, ne pas utiliser les ascenseurs. Si on sait que demain, il doit y avoir un délestage, il vaut mieux éviter d'utiliser son ascenseur si c'est possible, que ce soit dans une mairie, dans une entreprise. Pour les particuliers, limiter l'ouverture des frigos et des fenêtres pendant la coupure, puisque sinon, ça fait des perditions d'énergie. Être très prudent quant à l'utilisation des bougies. Ne pas recourir à des solutions d'alimentation électrique non sécurisées et ne pas toucher à son disjoncteur. Évidemment, l'électricité reviendra comme elle est partie sans que personne n'ait quoi que ce soit, sans que les particuliers n'aient à agir sur l'installation électrique. Voilà, on passe aux questions, Delphine. Et merci Lven, effectivement, votre intervention, M. Gibrayel et toi, confirme l'importance. Aujourd'hui, on voulait vous sensibiliser surtout à l'anticipation de ces délestages. Et ce que ça suppose, c'est de mettre en place un petite to-do list et un petit plan de prévention des risques sur, s'il y avait coupure, qu'est-ce que ça entraîne pour vos employés, vos salariés dans vos établissements et dans les entreprises. Donc, c'est surtout ça qui est à anticiper dès aujourd'hui pour éviter effectivement les déconvenus. Dans les questions qui sont arrivées, qui pourraient compléter votre propos, alors peut-être une question sur est-ce que sur les acteurs, la région et le SMEC peuvent-ils intervenir dans la stratégie de délestage? Non. Non. Là, c'est une affaire directe État, RTE, Enedis. Et ensuite, la préfecture est intervenue en élaborant la liste des sites prioritaires qui, eux, ne sont pas délestés. Mais au-delà de ça, il n'y a pas de concertation avec ces acteurs-là. Alors, il y a une autre arrivée qui n'est pas vraiment une question, c'est un commentaire. Alors, je vais peut-être inviter la mairie de Saint-Nazaire à préciser. Je crois qu'il y a une inquiétude sur les repas de cantine. Je pense qu'on est plutôt sur les établissements scolaires. Je ne sais pas si la mairie de Saint-Nazaire peut préciser si vous êtes encore avec nous. Donc, peut-être rappeler ce que vous avez dit au niveau des établissements scolaires. Alors, comme je l'ai expliqué, malheureusement, les établissements scolaires n'ont pas pu être identifiés comme des sites prioritaires, puisque sinon, dans ces cas-là, on déleste. C'était impossible on en plafonnait les 38%. En conséquence de quoi les établissements scolaires seraient concernés par ces délestages. Et donc, c'est au ministère de l'Éducation nationale de se positionner sur la conduite à tenir en fonction des différents types d'établissements, s'il y a un délestage qui doit être confirmé le lendemain sur le créneau du matin, notamment pour un établissement. Lors des derniers échanges qu'on a eus avec la préfecture, à ce sujet, j'avais compris qu'il était imaginé de la part du gouvernement et du ministère que dès lors qu'il y avait une coupure programmée sur un créneau du matin, l'école était fermée jusqu'à sa réouverture 13h30. Donc ça sautait, y compris
le repas à la cantine. Mais je sais qu'il y a eu des échanges, y compris pendant les vacances de Noël, sur ce sujet. Mais là, encore une fois, de toute façon, évidemment, nous serons présents au sein du COD de la préfecture, et l'inspection académie sera aussi présente, et c'est eux qui donneront aussi les consignes au niveau des différentes collectivités. Merci. Alors, il y a une question de Julien Cornille pour l'UIMM. Je te laisse la parole, Julien. Merci, bonjour, bonjour à tout le monde. Oui, je reviens sur, je pense que c'est une question aussi qui a été posée par Régis, la notion de site industriel non délestable ou prioritaire. Donc, vous avez cité la défense nationale, mais il me semble que cette liste va un peu au-delà de ça, mais il y a un certain flou. Alors, je pense à des industries comme évidemment l'industrie nucléaire qui est sur le gare rhodanien. Est-ce qu'elle est délestable? Est-ce qu'elle peut être touchée? Enfin voilà, est-ce qu'il n'y a pas d'autres industries? J'ai cru entendre par exemple des confrères de Midi-Pyrénées me dire que Airbus, alors je pense que c'est peut-être par rapport à la défense nationale, n'était pas délestable. Est-ce qu'on a une liste un peu plus précise de ce que seraient Alors, ces industries délestables? oui, on a une liste précise, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, la liste est confidentielle. C'est pour ça que je vous ai donné uniquement pour, bon, voilà, pour vous toucher du doigt et pour dire c'est pas le fait du Grand Prince, hein, c'est pas les copains de la préfète qui ont été mis sur la liste. Hein, c'est évidemment les préfets avaient un cahier des charges par rapport à cette liste. D'abord, c'était les 38% maximum, et puis deux, sont évidemment des sites qui ne peuvent pas souffrir d'une seule coupure de courant. Et donc, ça veut dire que ce sont des sites qui ont évidemment des moyens de secours en permanence, parce qu'encore une fois, autant le délestage, c'est quelque chose de maîtrisé, autant une coupure sur réseau par un épisode Cévenol, personne ne le maîtrise. Donc, il faut absolument que ces sites-là aient des moyens de secours, donc ce qui est le cas évidemment aujourd'hui. Donc, je ne peux pas du coup répondre à votre question, Julien, mais vous touchez du doigt ce que peut être une liste de clients, de sites prioritaires, sachant que la préfète, une fois que la liste a été définie, a écrit à chacun de ces sites prioritaires pour les indiquer qu'ils étaient dans cette liste-là. D'accord. Le Effectivement, flou, ça va être ma question. Ça va être ma question. Est-ce que les entreprises, elles, le savent? Donc, vous me oui, dites que oui, elles ont forcément eu l'information. Bon, voilà, tout à fait. merci. Alors, une question complémentaire, Sylvaine, sur l'impact sur les autoroutes, les voies ferrées traversant plusieurs secteurs. Alors là aussi, je pense que ce sont des choses qui sont anticipées. Mais est-ce que tu sais, tu as un peu des informations à nous donner sur sur ce périmètre-là? Alors peut-être que là, c'est Sébastien qui va pouvoir répondre, Sur quels sont puisque les impacts anticipés sur les autoroutes et les voies ferrées qui traversent plusieurs secteurs? ouais, alors enfin, vous avez certains clients qui sont des clients RTE. Donc les clients RTE, Sébastien, je te laisse peut-être répondre. Ouais. Oui, donc déjà sur les voiries, etc., ça se travaille avec, notamment, comme on l'a dit depuis tout à l'heure, avec la préfecture, avec notamment le gouvernement et la première ministre. Sur les voies ferrées, la SNCF est un client de RTE, donc faisant en sorte d'éviter des coupures sur les voies ferrées. Et puis les autres. Ouais. Quant aux autoroutes, j'avoue que je ne sais pas, voilà, est-ce qu'ils sont clients de chez nous ou de RTE. Mais de la même manière que les feux de signalisation seraient coupés, je pense que les autoroutes seraient coupées aussi. Voilà, j'avoue que là, je n'ai pas la réponse. La mairie de Saint-Nazaire a été coupée, donc en fait, j'ai répondu pendant que vous étiez coupé, mais je vais y répondre. Donc oui, les écoles seront concernées par le délestage, et donc c'est au ministère de l'Éducation nationale de définir les consignes à ce titre. Il y a eu pas mal de réunions avec la préfecture. On a eu une visio notamment fin novembre, fin décembre, pardon. Il y en a encore une là ce vendredi pour la déclinaison de ces décisions-là. De ce que j'avais compris avant les vacances, si une école devait être coupée sur un créneau du matin,
le ministère demandait à ce que l'école n'accueille pas les enfants et reprenne l'école qu'en début d'après-midi, d'où le fait qu'il n'y aurait évidemment pas de cantine non plus, mais ça devait à nouveau être discuté pendant les vacances. Alors, il y a eu beaucoup de questions aussi sur, on l'a vu dans les médias, hein, sur la question des réseaux téléphoniques, mobiles ou autres. Est-ce que là-dessus aussi, vous pouvez apporter une précision? Alors, les réseaux comme comme les écoles, hein, ne peuvent pas être isolés de nos départs délestables. Donc, ils seraient aussi concernés par des coupures. Les opérateurs de téléphonie ont évoqué que leur relais téléphonique n'était pas en capacité de tenir 2 heures. Voilà, ils sont en capacité de tenir un quart d'heure pour envoyer un signal. Ça, c'est dans la vie courante, c'est ce qui se passe aussi, en disant j'ai plus d'électricité, que se passe-t-il? Ce qui est donc mis en place pour pallier cette problématique-là, c'est qu'il est conseillé d'utiliser plutôt le 112, qui est un numéro d'appel d'urgence interopérateur, plutôt que les numéros habituels, le 15, le 17, etc. Puisqu'en fait, on imagine que d'abord, comme tout le département ne sera pas coupé en même temps, des relais autres que votre opérateur pourraient prendre le relais. Et donc, c'est le sujet majeur que regarde la préfecture, hein, l'idée que, où qu'on soit, et malgré ces coupures, si besoin, on puisse appeler les secours. Donc, il y a à la fois cette histoire du 112 qui permet d'utiliser les autres relais que son simple relais de son opérateur. Et également, la préfecture a envoyé à l'ensemble des communes un plan de préparation de délestage en leur demandant d'activer donc déjà en informant que les pompiers et les gendarmes et la police vont renforcer leur, leur présence sur le terrain. Il est aussi demandé aux communes de mettre en place un accueil physique dans les communes pour que il y ait des endroits où on puisse quand même trouver des gens et appeler au secours, entre guillemets, si nécessaire. Bon, sachant qu'encore une fois, la coupure ne serait que de 2 heures, donc ce qui quand même minimise le créneau horaire difficile à passer. Merci. Alors, il nous reste quelques minutes, hein. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas. Alors, effectivement, on voit la réaction de la mairie de Saint-Nazaire, hein, qui réagit à la sur la remise effectivement des pertes pour les communes. Après, c'est l'anticipation qui est essayée d'être trouvée. C'est là-dessus qu'il faut travailler avec les prestataires et en chaîne, je suppose, à chaque Ouais, fois. en termes d'anticipation, encore une fois, J-3, vous avez l'info qu'on rentre dans une période compliquée. À J-3, on peut encore éviter les coupures en amplifiant ces éco-gestes. Et encore une fois, ça a beaucoup marché sur les derniers mois. Donc, on n'imagine pas que si on devait réellement rentrer en vigilance renforcée, il n'y aurait pas ce sursaut qui nous permettrait peut-être d'arriver à ne pas en arriver à cet ultime recours-là. J-1, vous avez l'info voilà, donc vous n'avez l'info qu'à 17 heures, en effet. Vous ne pouvez pas l'avoir avant parce que en fait, l'équilibre offre-demande étant vraiment à regarder en temps réel. On pourrait faire ça une semaine avant, mais ça n'aurait aucun sens puisque jusqu'au bout, on essaye d'augmenter nos capacités d'importation et donc d'éviter ces coupures. Voilà, donc peut-être qu'à J-3, il vaut mieux prendre le risque d'annuler tout de suite ses commandes et de demander des repas froids, je ne sais pas, plutôt que de commander et en effet de gaspiller à la fois de la nourriture et à la fois de l'argent. Ça, très concrètement, c'est pas Enedis qui aura la réponse, ni RTE qui aura la réponse à cette question-là. C'est à vous, avec la préfecture et les écoles, etc., de le regarder. Encore une fois, si on en arrive à ces ultimes recours-là, c'est pour éviter le blackout. Dites-vous bien que le blackout, si on ne fait pas ça, c'est le blackout. Et le blackout, c'est toute la France qui est coupée pendant. Et pour remonter le réseau une fois qu'il est en blackout, ça nous est déjà arrivé dans l'histoire du système électrique, ça ne se fait pas en 2 heures. Donc voilà, on a bien conscience que tout ça est compliqué, qu'on se serait bien épargné ça, mais
mais voilà, il faut le mettre au regard des enjeux. Une question sur la perte de revenus des entreprises, sont-ils indemnisables effectivement sur les quelques heures de coupure, un arrêt de production? Est-ce qu'il y a des choses qui ont été évoquées sur ce sujet? Non, c'est un cas de force majeure. Et donc, comme tout cas de force majeure, les entreprises ne peuvent pas être redevables de ça. Encore une fois, le réseau va très bien. Enedis n'est qu'un opérateur dans l'histoire. Donc, non, on n'indemnisera ni les clients particuliers, ni les entreprises. Et en effet, on a pense que c'est compliqué et qu'avec le Covid, voilà, mais que malheureusement, on rentre dans une ère où les crises vont se succéder et c'est probablement pas la dernière. Effectivement. Écoutez, on arrive au terme de ce webinaire. Je vois qu'il nous reste 2-3 minutes avant de conclure. Est-ce que Sylvaine ou Sébastien, vous souhaitez ajouter un message pour conclure? Non, moi ça va, je suis à votre disposition si vous avez d'autres questions et si on doit renouveler cet échange, c'est avec plaisir. Bah, pour ma part, même chose, les équipes d'Enedis restent à votre disposition. Bon, sachez qu'on a déjà fait pas mal d'informations sur le Gard, en lien avec les services de l'État, auprès de l'ensemble des chambres consulaires, auprès du monde économique, auprès de la préfecture, hein. Il y a encore, je vous dis, une visio qui est organisée vendredi prochain, qui avait été calée lors de la précédente visio, même si, encore une fois, le risque maintenant s'éloigne un peu. Donc je pense qu'on va être tous un peu moins stressés sur ce sujet. Mais en tout cas, voilà, à votre disposition. On comprend l'agacement et les problèmes très opérationnels que ça poserait le cas échéant. On essaye de relativiser aussi. Ça n'est encore une fois ça ne serait que des coupures de 2 heures. Donc voilà, on va essayer tous autant qu'on est de gérer ça avec le plus de sérénité possible, de la prévenance client, parce que ça c'est quand même le point majeur. Et évidemment, on sera tous présents, les équipes de RTE, d'Enedis et les pouvoirs publics pour être à votre écoute, le cas échéant. Et si vous avez d'autres questions d'ici là, n'hésitez pas, bien entendu. Bien, merci à tous. Je vous propose qu'on conclue sur ce webinaire. Le replay sera accessible dans quelques heures sur nos réseaux sociaux et on vous le fera parvenir à tous par mail avec les documents d'information cités par Sylvaine, et s'il y a des compléments aussi d'RTE, on les ajoutera. Voilà, merci à tous pour votre participation et votre écoute attentive jusqu'au bout. Et n'hésitez pas à nous suivre pour d'autres webinaires sur ces sujets. Merci à tous. Bonne journée.